They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. We only said goodbye with words. I died 100 times. La vie tragique d'Amy Winehouse. Une décennie plus tard, la mort d'Amy Winehouse est toujours considérée par beaucoup comme la plus grande perte que l'industrie de la musique ait subie ces derniers temps. Avec une voix hors norme, des prouesses musicales exceptionnelles et une vie plus semblable à une tragédie shakespearienne qu'autre chose, Amy Winehouse a certainement mérité sa place dans le temple des artistes talentueux en difficulté. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Amy Winehouse. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Amy Jade Winehouse est née le 14 septembre 1983 à l'hôpital Chase Farm de Gordon Hill, Enfield, d'un père installateur de fenêtres qui devient chauffeur de taxi, nommé Mitch Winehouse, et d'une mère pharmacienne, Janice Seaton. Pendant la majeure partie de son enfance, Amy a vécu avec ses parents et son frère aîné, Alex Winehouse, dans le quartier de Southgate, à Londres, où elle a fréquenté l'école primaire d'Osage. En grandissant, Amy était souvent entourée des membres de sa famille qui semblaient tous avoir un amour commun pour la musique. Beaucoup de ses oncles maternels étaient des musiciens de jazz professionnels. Sa grand-mère paternelle, Cynthia, était une chanteuse de jazz connue pour avoir eu une liaison avec le très populaire saxophoniste de jazz anglais, Ronnie Scott, pendant ses jours de gloire. Compte tenu de la solide formation musicale d'Amy, il n'est pas surprenant qu'elle ait commencé à développer un penchant pour la musique à un très jeune âge. Quand Amy n'avait que 9 ans, ses parents ont divorcé et en cette période tumultueuse, elle a trouvé du réconfort dans la musique, cimentant davantage son amour pour l'art. Au cours de cette période, sa grand-mère Cynthia lui a suggéré de fréquenter l'école de théâtre Susie Earnshaw, non seulement pour l'aider à exploiter son talent vocal, mais aussi pour l'aider à se changer les idées. Elle ira tous les samedis et apprendra même les claquettes. Alors qu'elle était à l'école de théâtre Susie Earnshaw, Amy a développé un intérêt pour les girls bands et forme un groupe de rap inspiré de Salt and Pepper, appelé Sweet and Sour. Malheureusement, le groupe sera de courte durée et il sera dissous presque aussi rapidement qu'il est formé. Son passage à la Susie Earnshaw Theatre School convient à Amy que sa passion pour la musique est plus qu'un caprice ou un hobby. Elle décide donc de poursuivre une formation à temps plein à la Sylvia Young Theatre School. Pendant quelques années, Amy reste à la Sylvia Young Theatre School où elle montre des caractéristiques proches du génie musical. Elle apprend à jouer de la guitare et commence à expérimenter l'écriture de chansons, mais elle est expulsée à l'âge de 14 ans pour s'être fait un piercing au nez et pour manque d'assiduité. Après avoir été expulsée de la Sylvia Young Theatre School, Amy s'assagit un temps et fréquente la Brit School à Selhurst, Croydon, et tout semble aller donc pour le mieux. Pourtant, l'épisode du piercing au nez, qui l'a fait virer de la Sylvia Young Theatre School, n'est pas seulement une passade, c'est le début d'une période rebelle, un témoignage de ce qui allait arriver. Quand Amy a 16 ans, elle décide qu'il est temps de mettre en pratique son éducation musicale. Elle débute donc sa carrière musicale en se produisant dans des bars et des clubs et en enregistrant des démos utilisant son propre son, ses paroles et sa voix. C'est l'une de ces démos qui sera transmise par son meilleur ami, le chanteur de soul James Tyler, à un label qu'il a fait signer en 2002 avec un salaire hebdomadaire de 250 livres contre les revenus qu'elle gagnera plus tard. Bien que ce soit en soi un exploit et une marque de confiance, ce n'était que le début de la carrière musicale d'Amy. À peine un an plus tard, en 2003, alors que la chanteuse et compositrice anglaise n'avait que 20 ans, elle sort son premier album intitulé Frank, qui porte le nom de son idole Frank Sinatra. L'album, qui contient des chansons écrites par Amy elle-même, dispose d'influences jazz, et ses paroles racontent l'histoire de son alcoolisme et de son talent pour différents vices. L'album Frank est acclamé par la critique et se classe dans de nombreux charts. Il remporte pas mal de récompenses et rapporte à Winehouse un confortable chèque à 6 chiffres qu'elle utilise pour l'achat de son premier appartement dans le quartier de Camden, à Londres. À la manière d'Amy, il n'a pas fallu longtemps à la jeune artiste pour se familiariser avec son nouvel environnement. Amy est ce qu'on appelle une laidette. Ce terme correspond aux jeunes filles de Londres qui sortent, se moquent du politiquement correct, boivent, prennent des drogues et s'éclatent tous les soirs. On pense que c'est lors d'une de ses tournées dans le quartier qu'elle a rencontré Blake Filder-Civil, qui sera finalement sa dépendance la plus dangereuse. Depuis son adolescence et grâce à sa collection de tatouages, d'actes fracassants et rebelles, Amy est considérée comme une créature sauvage. Cependant, ce n'est que lorsqu'elle rencontre et commence à sortir avec Blake Filder-Civil qu'elle va s'initier à l'héroïne et à la toxicomanie en général. En un rien de temps, la relation tourne en relation abusive, impulsive, chaotique et ponctuée par une grande rupture, des bagarres et Blake entrant et sortant de prison. Côté carrière, Amy diversifie son style et devient un nom incontournable de la scène internationale. Après la sortie de son premier album, elle s'intéresse aux girls bands des années 1950 et 1960 et commence à expérimenter leurs sons et leurs apparences.
C'est à cette époque qu'elle se crée son look fétiche, avec un maquillage de style Cléopâtre et une coiffure volumineuse. En 2006, Amy sort son deuxième album Back to Black. Peu de temps après sa sortie, Back to Black arrive en tête du classement des albums britanniques pendant 2 semaines consécutives et devient l'album le plus vendu au Royaume-Uni en 2007, avec 1,85 million d'exemplaires vendus au cours de l'année. L'une des chansons notables de l'album de 11 titres est la chanson Rehab. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Back to Black catapulte Amy au rang de célébrité au niveau international, alors que l'album passe du sommet des charts locaux à celui des charts internationaux. Elle ne mesure pas encore à quel point les fans seront nombreux à admirer sa chute. Alors que la carrière d'Amy est au plus haut, personne n'imagine à quel point l'artiste est, elle, au plus bas. En 2007, Amy et Blake se remettent ensemble pour la énième fois, et quelques mois plus tard, ils se marient. De l'extérieur, le couple semble être fou amoureux et leur vie paraît parfaite. Cependant, en coulisses, les choses sont loin d'être idylliques. À l'insu du public, loin des séances de maquillage public et des tatouages arborés au nom de l'un et de l'autre, Blake initie Amy aux drogues dures. La preuve en est faite lorsque seulement quelques mois après leur mariage, Amy est transportée en urgence à l'hôpital après avoir ingéré un cocktail mortel d'héroïne, de kétamine, de cocaïne, d'ecstasy, de whisky et de vodka. Avant même le décès de sa grand-mère bien-aimée Cynthia, qui est selon l'entourage d'Amy la raison de son mal-être, Amy, qui souffre de désordres alimentaires depuis l'adolescence, se montre amaigrie et se comporte de manière de plus en plus erratique, et elle annule les spectacles de la chaîne sur tous les continents, accusant l'épuisement et le surmenage d'être la cause de tout ça. Son label affirme que son médecin a recommandé un repos absolu. Inutile de dire que les choses n'ont fait qu'empirer après son hospitalisation. Sa dépendance commence à faire des ravages sur sa carrière professionnelle et il semble qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter la spirale infernale de détruire la chanteuse qui refuse l'aide que ses proches et son label lui proposent. Au lieu de cela, elle choisit de continuer comme si de rien n'était. Alors qu'Amy fait de son mieux pour paraître détachée face à ses malheurs personnels, ses comportements et ses absences pendant les performances la conduisent à se faire huer et railler, que ce soit sur scène ou dans la presse mondiale. Pourtant, cette attitude aurait dû être révélatrice des difficultés de la chanteuse au lieu de devenir un sujet de moquerie. Dans les mois qui suivent son hospitalisation, fin 2007, Winehouse est arrêtée en Norvège pour possession de marijuana. Elle est aussi photographiée et errant dans son quartier avec juste son soutien-gorge et son jean, l'air complètement perdu. Les choses ne vont pas mieux côté cœur puisque Blake écope d'une peine de 27 mois de prison pour avoir agressé un membre du personnel d'un bar. Au début de 2008, une vidéo a fait surface en ligne montrant Amy fumant du crack. Cette affaire l'empêche d'entrer à Los Angeles pour le Grammy 2008, où elle remporte pourtant 5 prix. La chanteuse décide alors de se reprendre en main. Elle s'inscrit finalement dans un centre de rééducation, mais son séjour là-bas sera de courte durée, et dès qu'elle sort, elle revient à ses anciennes habitudes. Winehouse affirme avoir arrêté la drogue, mais dans la réalité, son entourage constate qu'elle a fait le choix de noyer son chagrin dans l'alcool, et même le diagnostic d'emphysème qu'elle reçoit l'été 2008 ne change rien. Pour être honnête, Amy va essayer de rester un peu tranquille durant un temps. Elle sera d'ailleurs parfaitement sobre pour se produire sans aucune complication dans divers événements et concerts, dont le 90e anniversaire de Nelson Mandela. Mais cela n'enlève rien au fait qu'en un rien de temps, la chanteuse a établi un record d'annulation de plus de spectacles qu'elle n'en a réalisé. Heureusement pour elle, ses chansons continuent de faire parler d'elle et surtout son talent la rend appréciée malgré ses excès. Son talent lui permet tout de même de garder une vraie notoriété, à tel point qu'en novembre 2008, elle a été nommée la meilleure vente pop-rock female aux World Music Awards malgré tout. En 2009, à sa sortie de prison, le mari de Winehouse, Blake Filder-Civil, demande le divorce, invoquant l'infidélité de la chanteuse comme raison. Au cours des 2 années suivantes, le monde voit l'artiste plusieurs fois récompensée pour suivre sa chute infernale. Au printemps 2011, elle retourne en cure de désintoxication et à sa sortie, elle tente une tournée en retour. Mais malheureusement, le public se fatigue de ses fracasses et surtout, même les plus grands fans sont navrés de la voir monter sur scène en état d'ébriété. Beaucoup ont décrit sa dernière performance à Belgrade, en Serbie, comme une catastrophe chaotique. À peine un mois après cette performance désastreuse, elle décède d'une intoxication accidentelle à l'alcool dans sa résidence de Camden. Après un examen plus approfondi, il a été découvert qu'au moment de sa mort, le taux d'alcoolémie d'Amy était de 4,16 grammes par litre de sang. Normalement, à 3 grammes par litre, c'est le coma éthylique. Ce taux d'alcool correspond plus ou moins à une vingtaine de verres de whisky. Le décès d'Amy est une perte immense pour le monde artistique. Elle rejoint le très triste Club des 27, un groupe de génies des arts qui sont tous morts à 27 ans, à l'image de Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison. Près d'une décennie plus tard, Amy Winehouse est toujours reconnue comme l'une des meilleures chanteuses de sa génération. D'ailleurs, les fans préfèrent se rappeler de l'artiste que des dérives de la femme, qui finalement n'était pas tendre avec elle-même. Que pensez-vous de la vie de cette légende ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.